Et pour terminer ce premier grand tour de parole, je vous invite à entendre Mme Michèle Sirois, qui est anthropologue et spécialiste en sociologie des religions. Elle est co-auteure du livre intitulé « Individus et société, introduction à la sociologie », paru chez Gaëtan Morin, éditeur. Elle s'intéresse tout particulièrement aux enjeux liés à la laïcité et aux droits des femmes. Et en 2013, à l'occasion du débat sur ce projet de charte de la laïcité, elle a initié et coordonné le Rassemblement pour la laïcité. Son objectif, entre autres, est de mettre en relief les enjeux spécifiques des droits des femmes en regard de la laïcité. Madame Sirois, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais d'abord, comme introduction, vous faire un petit rapport d'une lettre que j'ai reçue il y a à peu près un mois de deux enseignantes d'origine syrienne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oh, trop fort, peut-être? Peut-être un peu fort. Vous pourriez reculer un petit peu le micro, je pense. Comme ça? Est-ce que c'est mieux? Ah. OK, vous me direz. Alors, donc, ces deux enseignantes d'origine syrienne, une enseigne à l'école niveau secondaire, l'autre au niveau primaire. Je vais vous en faire un petit résumé. Elles parlent de leur situation dans des écoles multiculturelles à Montréal. Souvent, on traite de la charte, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Moi, je voudrais vous rapporter, et j'ai trouvé fort intéressant. Première chose, elles me parlent, ces deux femmes-là, d'années de souffrance quand elles reçoivent des parents à la visite à l'école, eh bien, des pères qui ne leur parlent pas, interdisent qu'elles s'adressent à leurs femmes, ne veulent pas leur serrer la main. Une attitude de rejet. Elles parlent aussi dans leurs lettres la situation d'élèves non voilés qui se font sans arrêt harceler, sans répit, tous les jours. Elles mentionnent aussi la possibilité de chantage chez les jeunes élèves. Elle prend le cas justement d'une élève qui portait le voile et qui subissait le chantage de son cousin qui lui disait que si elle ne lui donnait pas un certain nombre de choses, il la dénoncerait à son père comme quoi elle enlevait le voile rendu à l'école, ce qui était faux. Hein? Elle était obligée de lui donner son repas, son argent, et ça a terminé par des faveurs sexuelles. Quant à l'école primaire, il y en a une qui enseigne à l'école primaire, des surveillantes, des suppléantes qui sont voilées, eh bien, elles ont entendu ce type de réponse aux élèves qui demandaient aux jeunes enfants « Pourquoi vous portez ça sur votre tête? » Alors, elles répondaient « Ah, par respect pour mon mari, pour ne pas lui faire de peine, pour aller au paradis et non en enfer, ne pas faire de la peine au bon Dieu, parce que je suis pure. » Et le petit est allé raconter à sa mère qu'elle était impure parce qu'elle n'avait pas de foulard sur sa tête. Une autre élève lui a confié qu'elle fut agressée sexuellement par son père et son frère qui lui a mis un couteau au cou. Placée dans un centre jeunesse, la jeune fille a enlevé, la première chose qu'elle a fait, elle a enlevé son voile et elle a dit « Enfin, dans mon centre jeunesse, je suis libre, c'est la liberté. » Donc, ce que je veux vous amener à saisir ici, à partir de cette lettre-là, c'est que la question, beaucoup de professeurs sont des intervenants de première ligne dans les écoles. C'est elles, souvent, qui repèrent les enfants en difficulté. Eh bien, est-ce que vous pensez que les enfants vont aller se confier à des professeurs qui vont être voilés pour dire « je subis des pressions dans ma communauté, dans ma famille ». Non, en plus, le père pourra dire « fais comme ton professeur, écoute ce que je te dis, elle-même est voilée, tu vois bien que c'est normal d'être voilée ». Et c'est comme ça depuis la garderie aussi. Alors donc, qu'est-ce qui arrive dans une école quand il y a 12, 13 professeurs voilés? Quel message on envoie aux enfants? Ce n'est pas un message qui est neutre du tout. Quand est-ce qu'on va... Reculez un peu le micro. Quand est-ce qu'on va prendre... on va défendre la liberté de conscience des enfants? Le juge, on enlève le voile aux gardiennes de prison. On enlèverait, selon Bouchard-Taylor, la kippa et autres signes religieux sur la tête du juge ou du policier. Mais pour la professeure, tout à coup, le signe deviendrait neutre. Bien, moi, je pense que c'est une grave incohérence et qu'il y a des victimes là-dedans. Et les victimes sont les enfants, entre autres. Également, on a enlevé les crucifix dans les écoles parce qu'on dit qu'il faut que les institutions soient neutres.
Mais les individus peuvent, à l'intérieur de l'institution, ils peuvent porter des signes religieux. Et ça semble que c'est tout à fait conforme. Moi, je dis que c'est une pure incohérence. L'élève, il regardait presque pas le crucifix, il ne le voyait plus. Mais son professeur voilé, il la voit tous les jours, il la regarde et elle a une autorité morale. Je dis qu'il y a grave incohérence. Et cette incohérence aussi, elle se traduit pour moi dans une phrase d'une Iranienne réfugiée en France qui s'appelle Shador Javan, qui dit « Quand est-ce que ces intellectuels vont finir de paver l'enfer des autres de leurs bonnes intentions? » Et moi, je dis aussi de leur inconscience, de leur ignorance, je dis aussi de leur visée électoraliste, et je dis également victimes, ces intellectuels et autres sont victimes de chantage. Un chantage politique. Pour moi, les vraies victimes ne sont pas les femmes voilées. Les vraies victimes sont les personnes qui ne choisissent pas, qui doivent subir, qui sont sans voix, silencieuses et qui sont ignorées par les médias, qui sont, je ne sais pas si c'est un degré d'inconscience et d'ignorance, mais en tout cas, un cas patent d'autocensure. Ils s'autocensurent de peur de stigmatiser ce qui se passe dans certaines communautés. C'est des femmes, des enfants sans voix et sans porte-voix. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on s'intéresse à leur situation, est-ce qu'on va s'intéresser autrement que quand on les retrouve noyés dans un canal à Toronto, dans la région d'Ottawa ou de Toronto? Moi, je dis qu'il faut s'en occuper avant qu'elles décèdent. Je dis que les intellectuels ont une image, ils sont passés de l'image du bon sauvage à l'archétype du bon immigrant. Et là, je ne veux pas dire que les immigrants sont mauvais, pas du tout. Je pense que la gentillesse, la solidarité est partagée également dans toutes les communautés. Le racisme aussi est partagé dans toutes les communautés. Qu'il soit origine du Québec, de souche ou de l'extérieur. Une manifestation à Montréal et une manifestation à Québec nous ont montré des manifestations supposées anti-islamophobie. Eh bien, on voyait une pancarte « De grâce, ne nous laissez pas seuls avec les Québécois de souche ». Est-ce que c'était dénoncé dans les journaux? Première page, pas beaucoup. Les valeurs, j'ai vu une autre pancarte, « Valeurs québécoises égale hockey, bière, poutine ». Je pense que le débat, il est mal situé et mal posé. Ce n'est pas un débat entre une minorité et une majorité qui opprime. Ce n'est pas un débat entre eux, les immigrants, et nous, les Québécois de souche. C'est mal posé le problème. Le problème, il faut le poser effectivement eux. Eux, qui sont ces eux? Eux, ce sont les traditionalistes qui veulent nous maintenir ou nous retourner dans un passé religieux, que ce soit le maire Tremblay ou que ce soit des salafistes qui voudraient qu'on vive comme dans le temps de Mahomet, il y a 1300 ans. Et nous, ce sont les Québécois, qui soient de souche ou qui viennent de l'extérieur, qui disent on va emboîter le pas de notre histoire du Québec moderne qui s'en va vers de plus en plus de diversité. Et il faut gérer cette diversité. Il faut la digérer. Oui, c'est ça. Bien intégrée, oui. Et je peux dire que j'en ai marre du discours, double discours sur l'identité. Quand une femme porte le voile et dit que c'est identitaire, il faut respecter ça. Quand c'est des Québécois qui se préoccupent de leur identité, non. Ça, c'est une droite malsaine, c'est du Marine Le Pen. Moi, je suis tannée de voir ces doubles discours, ces deux poids, deux mesures. Que dire aussi de cette gauche multiculturelle? Moi, je fais partie de la gauche, mais ça me désespère voir plusieurs personnes de la gauche multiculturelle qui sont adeptes du relativisme culturel. On est actuellement dans une crise économique, financière, désindustrialisation. La classe moyenne est en dégringolade. Et vers quoi s'en va-t-on? On s'en va une gauche qui est culpabilisante et culpabilisée et qui laisse tout passer
pour se donner bonne conscience, soulager leur conscience, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il manque d'analyse. Également, je suis fatiguée des menaces et des peurs qu'on nous dit de certains intellectuels de haut niveau que j'ai cités moi-même dans mon manuel d'introduction à la sociologie pour leur donner des exemples. Quelle déception que d'entendre des intellectuels dire des propos que je trouve indignes d'intellectuels, qui sont de leur chair, et je ne parle pas de gens ici, mais de gens que j'ai entendus à la radio, à la télévision, et qui ont comparé le Québec à la Russie de Poutine, qui ont dit qu'on serait mis au banc des nations si on ne respecte pas les droits et libertés. Écoutez bien, banc des nations, les investisseurs ne viendraient plus ici. Je pensais que c'était fini la peur avec Duplessis. Non, et que des grands intellectuels jouent sur la peur. Non, merci, j'en ai marre. J'en ai marre également. Tenez. Bon. Ça fait du bien, ça me fait beaucoup de bien. Également, quant aux femmes, oui, les femmes, ça, ce sont des vraies victimes, les femmes. Le droit des femmes qui est bafoué. On ne parle que de choix individuels. On ne parle jamais de la CEDEF. Qu'est-ce que la CEDEF? On parle qu'on va renier des accords internationaux. Bien, il y en a un accord international début des années 80 qui a été signé par le Canada, entériné par le Québec et qui dit, la CEDEF, une convention internationale qui nous enjoint d'éliminer toute pratique coutumière, discriminatoire. On s'est engagé à ça et là, le niqab, vous avez vu aujourd'hui, monsieur, peut-être vous avez lu dans Le Devoir, monsieur Tanguay, député libéral, qui, oui, les femmes en tchadar, c'est très, très bienvenu. La dignité des femmes. Pauvres femmes en tchadar, poignées à tenir les vêtements comme ça. Ça, c'était digne du temps de l'homme de Néandertal. Bien, depuis, en hiver, l'homme de Cro-Magnon a inventé les vêtements coupés. C'est extrêmement pratique. Le recul pour les femmes, bien, les Jeannettes ont dit non et des milliers de femmes ont dit non. Il y a des gens sur notre site qui ont signé, plus de 54 000 personnes ont dit non. Suffit. Le hijab est un signe sexiste, discriminatoire. Effectivement, c'est depuis quand, hein, à quelle période les femmes disent « Ah non, je suis libre ». Ah, il faut distinguer le mot libre, le libre choix du consentement. Et comment je sais que c'est un consentement plutôt qu'un libre choix? C'est que le voile, les femmes le portent surtout au moment quand arrivent les menstruations. Ah, bizarre! Qu'est-ce qu'il y a derrière? Besoin de contrôler la fertilité des femmes? Également, on en a de plus en plus de femmes voilées depuis la révolution de Khomeini. Khomeini, ça veut dire la révolution en Iran en 1979. Ah bien, est-ce que ça veut dire qu'il y a des pressions communautaires, des pressions extérieure aux femmes qui fait que, mais oui, je le choisis librement au moment des menstruations et depuis les années 79, eh bien, c'est drôle, les hommes, si c'est libre choix, j'en vois jamais le choisir le voile. La question importante qu'il faut se poser ici, c'est dans quelle mesure des choix personnels peuvent-ils remettre en question des choix de société? Les vraies victimes, les dommages collatéraux, c'est l'image qu'on transmet aux enfants, l'image des femmes, que les femmes, elles, c'est comme dans l'époque où il y avait le viol, les femmes se sont battues longtemps pour dire c'est pas la victime qui est responsable et coupable. Elle n'était jamais habillée de la bonne façon, n'était pas au bon endroit, pas à bonne heure, était peut-être plus vierge, était trop maquillée, etc., etc. Le voile, c'est exactement le même message. C'est les femmes qui doivent se restreindre de provoquer les hommes avec leurs cheveux, parce que les hommes ont juste à se voiler les yeux, mais il semble que ce soit les femmes qu'il faut qu'ils se voilent les cheveux. C'est elles qui provoquent. Eh bien, les Jeannettes et puis moi, je dis non au recul qu'on a gagné de façon soutenue au Québec, les femmes, on ne veut plus être considérées des victimes parce qu'on porte des cheveux. Pour conclure, Mme Sirois, s'il vous plaît. Alors, je voudrais dire que l'intégration des femmes doit se faire et des hommes. C'est les premières victimes aussi.
c'est les communautés maghrébines, parce qu'ils souffrent à ce moment-là. Le voile ne peut pas aider à trouver de l'emploi, tout au contraire. Les communautés maghrébines sont victimes d'un profilage ethnico-religieux et ils font partie de la coalition et du Rassemblement pour la laïcité parce qu'ils disent, nous autres, on est victimes de ce chantage et de toutes ces demandes d'accommodement. Ça nuit à notre emploi. Donc, si on veut aider les femmes à se trouver de l'emploi, les hommes à se trouver de l'emploi, c'est d'aider en mettant des balises claires, oui, et en enlevant tous ces signes religieux qui changent notre histoire au Québec. Merci, Madame Sirois. Merci.